Madame le ministre, Madame, Monsieur le député, Madame la sénatrice, Messieurs, Mesdames les élus, Monsieur le préfet, je suis très heureux, et puis vous tous, de vous accueillir aujourd'hui pour cette 4e édition des conférences de l'avenir. Alors je voudrais aussi remercier l'ensemble des équipes au préalable qui ont participé par avance à l'organisation de ces journées. Ce sont des mois de travail avec notre ami Nicolas Bouzou, notre horloger, notre maître d'œuvre de ces rencontres de l'avenir, et puis le public aussi, puisque je sais que tout au long de ces 3 journées, vous serez très nombreux. Alors, 4e édition, on a l'habitude des difficultés, mon cher Nicolas, on les connaît quand ce ne sont pas les catastrophes naturelles, c'est la crise sanitaire. Donc, ça va devenir un trait habituel de nos rencontres de l'avenir. On va faire avec. Alors, pourquoi les rencontres de l'avenir? Alors, les rencontres de l'avenir, c'est venu d'une réflexion qui, décidément, tout peut toujours revenir d'actualité. Je rappelle, c'était la lecture d'un ouvrage, Le Suicide français, dont on parle beaucoup de l'auteur ces derniers temps. Et notamment cette idée selon laquelle c'était mieux avant. Bon, c'était mieux avant, un certain nombre de choses étaient sûrement mieux avant, mais de se dire comment, notamment, les plus jeunes peuvent avoir un avenir, comment chacun d'entre nous peut se projeter justement dans le lendemain si on considérait que finalement tout était fini et qu'il fallait remonter dans le passé, ce que nous n'arrivons pas encore à faire. Donc c'était parti de cette réflexion, et puis c'était parti d'une rencontre avec Monsieur Bouzou père, qui est sur ma gauche, qui n'aimait pas la taxe sur les résidences secondaires. Donc je vais conseiller de défiscaliser en venant habiter à Saint-Raphaël, ce qu'il a fini par faire. Et en me présentant Nicolas également, qui était projeté dans cette idée progressiste auquel nous sommes attachés. Donc c'est le fruit de cette rencontre qui a fait que nous avons décidé de pouvoir lancer les conférences de l'avenir. Alors l'avenir, c'est un magnifique thème. C'est vrai que lors de la première édition, on pensait déjà à la seconde. Mais on se dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? C'est vrai que ça a été une très grande réussite. On avait abordé de très nombreux thèmes. Et puis on voit que, eh bien, sans cesse, ça peut se renouveler. Ceci dans tous les domaines qu'on va aborder. Les relations internationales, l'Europe, les villes, l'art, la musique et même l'avenir de l'amour. Puisque M. Bouzou a prédit qu'on ferait l'amour avec des robots. Enfin, il nous expliquera peut-être ceci de manière plus intéressante et passionnante. Je suis certain qu'il y aura un public nombreux pour cette rencontre qui aura lieu demain après-midi. Et effectivement, donc on est dans un monde qui change et en rupture avec ce monde passé. C'est vrai que pendant des siècles, on était en quelque sorte prisonnier de son destin. On allait être chevalier, on était esclave, on était serf. On était rattaché à un village et puis si on voulait disparaître, on faisait quelques kilomètres, on allait dans le village d'à côté et on vous avait totalement oublié, ce qui n'est plus possible aujourd'hui puisqu'on peut vous retrouver jusqu'à l'autre bout du monde. C'est également la fin des grandes idéologies et puis un monde qui est fait d'incertitudes. L'incertitude fait partie de nos vies. On parle de la crise, mais en réalité, c'est des crises qui existent continuellement et des crises permanentes. On vit en quelque sorte avec un voile d'ignorance permanent, celui qui va faire que la majorité ne va pas opprimer la minorité, où finalement tout est possible, on l'a encore vu hier soir, et où n'importe qui peut aussi apparaître, on peut devenir une star mondiale en publiant quelques photos sur Instagram, je dirais, au détriment des plus grands chercheurs qui peuvent travailler pendant des années tout en demeurant inconnus. Ce qui se passe à l'autre bout du monde, en Afghanistan, peut avoir des répercussions également chez nous. Alors, est-ce que c'est un bien ou un mal? Évidemment, il y a toujours un aspect négatif à toutes ces incertitudes, et notamment on peut songer aux montées des radicalités. Et puis, cette incertitude, finalement, cet aléa, ça fait un peu partie de nos vies. Et c'est vrai que quand on est un responsable politique et qu'on est engagé, c'est aussi par rapport à cet aléa, par rapport à cette tempête où nous retrouvons
un monde parfois un peu grisant, composé de quelques barons noirs. Alors, par rapport à cette situation, l'intérêt de ces rencontres est, comme nous disait Hannah Arendt, de pouvoir penser ce qui va nous arriver. Penser ce qui va nous être arrivé, c'est de trouver des repères, c'est de trouver aussi des éléments objectifs pour un peu sortir de la subjectivité, de ce relativisme ambiant, ce qui fait qu'on est aussi un monde artificiel, où on est beaucoup tourné vers soi et où la vérité, finalement, ne compte pas. D'ailleurs, certains évoquent un monde de post-vérité et où ici, tout peut arriver. C'est le Brexit ou encore c'est Donald Trump élu président des États-Unis. Et puis, ça interpelle aussi sur la place des responsables. Lorsque vous êtes en responsabilité, que faire ? Est-ce qu'on a vocation à subir un monde qui se retrouverait entre deux pôles, un pôle des radicalités, encore une fois au pluriel, ou un monde de la raison ou des raisons, un monde dans lequel on recherchera toujours plus de protection, avec une bureaucratie, une technocratie qui serait peut-être de plus en plus présente pour notre bien, pour nous aider à bien vivre, un monde d'Orwell en quelque sorte ordonné, qui serait commode, mais qui finalement, quand on y réfléchit, pourrait être si incommode. Alors il appartiendra à chacun d'entre vous, bien entendu, de réfléchir à son avenir, peut-être ses avenirs, puisque je crois que le pluriel pourrait être une ligne directrice de l'ensemble de nos réflexions. C'est à chacun aussi de décider où il va, d'avoir les propres clés de cet avenir. Et nos dizaines de conférenciers qui seront présents nous aideront, bien entendu, à pouvoir enrichir notre réflexion. Alors, pour en terminer, je dirais qu'en tant que maire de Saint-Raphaël, je suis bien entendu particulièrement fier d'organiser, de recevoir cet événement, un événement à portée nationale, presque européenne, puisqu'on recevra également Enrico Letta, ancien président du Conseil italien. Ça met en lumière la ville, non pas seulement pour son soleil, qui était très beau ce matin, mais également par rapport au débat si riche que nous allons connaître. Pour évidemment construire notre avenir aussi, c'est un choix que nous avons fait autour de l'exigence, autour de l'intelligence. C'est ce que nous faisons aussi tout au long de l'année avec notre ami Roger Poldroy, avec Monique Atlan, avec la revue parlementaire politique, ou nos rencontres du 18h59, où chaque mois nous organisons des conférences. Et puis sans oublier ce qui fait finalement l'intérêt de ces rencontres, c'est l'accueil, la chaleur, l'humanité. Également, le terme de rencontre a été choisi justement pour ces moments d'échange, de partage avec les conférenciers que vous pouvez rencontrer, avec qui vous pourrez échanger. Je crois même qu'il y aura un moment de convivialité autour du vin avec notre ami Pierre Gattaz. Donc c'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'ouvre ces 4e rencontres de l'avenir. Je vous souhaite de très belles conférences. Merci encore Nicolas. Madame la ministre, je vous cède la parole. Monsieur le maire, madame la ministre, monsieur le préfet, messieurs les députés, mesdames, messieurs les députés, monsieur l'ambassadeur de France en Afghanistan, merci à tous de votre présence. Alors c'est vrai, monsieur le maire, que nous sommes habitués à produire ces rencontres dans des circonstances adverses, mais finalement, année après année, nous arrivons à le faire. Alors je sais bien que la thématique de l'avenir et du progrès peut sembler baroque dans cette période qui est une période un peu anxiogène, mais je crois au contraire qu'elle est tout à fait pertinente. Au fond, notre civilisation qu'on disait matérialiste a montré qu'elle ne l'était pas tant que ça. On a mis l'économie au début de cette crise au service de la santé et en particulier de la santé des plus faibles. On nous disait que cette civilisation était individualiste. Elle ne l'est pas tant que ça. La plupart des mécanismes de soutien qui ont été mis en place étaient des mécanismes de soutien mutualisés. Chacun a contribué, notamment en France, à faire en sorte que cette crise soit la moins difficile possible et que sa résolution soit le plus efficace possible. On nous disait que cette crise allait provoquer un effondrement de l'économie. En réalité, notre économie a été protégée par une politique économique, notamment en France, qui a été bien pensée et bien menée, qui
a permis de faire en sorte qu'aujourd'hui, le taux d'emploi, alors là c'est ma formation d'économiste qui revient, mais le taux d'emploi est au plus haut depuis 1975. Mais en réalité, c'est encore mieux que ça. Il est au plus haut depuis 1975 parce que la série de l'INSEE commence en 1975. Et si ce taux d'emploi est au plus haut depuis 1975, Madame la Ministre, vous le savez, c'est parce qu'il est notamment au plus haut chez les jeunes grâce à l'apprentissage qui, et c'est l'un des paradoxes de cette crise, a explosé en raison des dispositifs qui ont été mis en place justement pour faire face à la crise. Et puis, cette crise, c'est aussi une formidable bataille sanitaire qui montre à quel point la conjugaison de l'innovation, de la mondialisation, de la coopération entre le public et le privé, mais aussi de la coopération internationale, peut donner le meilleur, puisque 1 an après le début de cette crise, nous disposions de vaccins absolument extraordinaire. 7,5 milliards de doses de vaccins ont été administrées dans le monde, 3,5 milliards de doses de vaccins à ARN messager qui devraient permettre de clore le débat sur le manque de recul de ces vaccins. J'en profite bien évidemment, et ça c'est le côté désagréable, mais c'est mon rôle de président, pour vous dire que nous sommes, comme vous le savez, dans une situation sanitaire qui est complexe, raison pour laquelle nous serons très rigoureux durant ces 3 jours. Vous êtes tous bien évidemment vaccinés, d'autant plus que la vaccination a été remarquablement efficace grâce aux élus de ce territoire. Donc le pass sanitaire, bien évidemment, est exigé et vous sera demandé à chaque entrée. Le port du masque est obligatoire. Et comme vous le voyez, nous faisons venir des dizaines de fauteuils sur cette scène pour pouvoir respecter la distanciation sociale, puisque la seule exception au port du masque est pour les intervenants qui, s'ils le souhaitent, puisque de toute façon tous les intervenants ont reçu leur 3e dose ou se sont fait tester avant de venir, et donc les intervenants peuvent sur scène, en respectant la distanciation sociale, ôter leur masque. Merci à tous de votre présence. J'invite à me rejoindre pour l'ouverture de ces rencontres de l'avenir Madame la secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement. Merci beaucoup, Nicolas. Merci vraiment de nous permettre de vivre un moment comme ceux qu'on aime. Un moment où on se projette, un moment où on n'est pas bloqué dans un cadre, un moment où on se retrouve, mais surtout un moment où on prend du temps pour réfléchir. Et c'est en ça où ça fait du bien. Et donc, le protocole voudrait que... Je commence évidemment dans un ordre qui est connu et posé par le décret de 89, mais j'ai fait le choix de te remercier en premier, parce que d'une certaine manière, tu m'as offert, en me proposant de participer, un moment de réflexion pour aussi poser mes idées. Mais nous sommes reçus aujourd'hui par Monsieur le maire ravi de revenir à Saint-Raphaël, Monsieur le préfet, Monsieur le député, Madame la sénatrice, Mesdames, Messieurs les élus départementaux, régionaux, municipaux, aujourd'hui particulièrement nombreux, Monsieur le député, au-delà de ce territoire, mais finalement les rencontres attirent bien au-delà. Je voulais partager avec vous, au-delà des remerciements, quelques réflexions, puisque c'est l'exercice. Quand je suis arrivée au gouvernement, moi je suis en charge de la jeunesse et de l'engagement. Mais un des premiers points, une des premières questions que je me suis posée, c'est qu'est-ce que la jeunesse de France ? La jeunesse de France. Eh bien, en réalité, elle n'existe pas. Elle n'existe pas parce qu'elle n'est pas une. À 20 ans, à 25 ans, à 16 ans, à 18 ans, nous n'avons pas les mêmes aspirations. En fonction de la situation de sa famille monoparentale, une famille plus traditionnelle, une famille CSP+, CSP-, une famille qui vit en territoire rural ou en territoire insulaire, en outre-mer, en montagne ou sur le littoral, ce n'est pas les mêmes vies. Quand on est jeune et que finalement on est très bon à l'école ou pas du tout, curieux ou pas du tout, accompagné ou pas du tout, eh bien ce n'est absolument pas ni les mêmes chances, ni les mêmes envies. Et partant de ce principe et de ce constat, je me suis dit, moi mon job, c'est de regarder, d'accompagner, de discuter chacune de ces jeunesses, quel que soit son rêve, quel que soit son chemin.
Parce que finalement, s'il y a un pays où son propre avenir dépend de son action, c'est bien le nôtre. Et quand je dis ça, j'assume totalement la philosophie et le fil rouge qui est le nôtre. En tout cas, dans cette équipe gouvernementale. Qui serait quoi ? Nous avons le devoir de permettre à chacun de ces jeunes de se construire, de créer cet escalier social. Puis, moi, je préfère escalier social à ascenseur social, très personnellement, pour une raison assez simple, c'est qu'un ascenseur, il y a l'idée d'automatisme, il y a l'idée de c'est tendu, c'est facile, on monte, on appuie, et finalement, ça se passe tout seul. Moi, je ne crois pas à ça. Je crois que chaque jeune, mais en réalité chaque citoyen, a une action à faire. Et la société, par l'école, par la famille, par le travail, a à lui construire finalement une rampe, au cas où il y a une galère, une difficulté. Mais marche après marche, c'est bien un effort personnel, individuel, pour finalement accompagner par sa propre volonté son action. Et donc, la mission qui est la nôtre, c'est de construire cet escalier, de maintenir cette rampe et finalement de permettre à chacun de ces jeunes, quelle que soit son aspiration, eh bien de trouver son chemin. Mais cet escalier, pour qu'il soit rayonnant, il fallait l'adapter aux crises, aux besoins. Alors, ils sont nombreux. Qu'est-ce que vivent nos jeunes aujourd'hui ? Ils vivent une période de fake news. Ils vivent un numérique qui crée autant d'opportunités que parfois d'angoisse. Ils vivent parfois des radicalités, d'une extrême droite et d'une extrême gauche, mais en réalité des radicalités civilisationnelles. Ça veut dire aujourd'hui l'arrivée massive de la cancel culture, qui est plutôt un modèle américain. C'est-à-dire, ça veut dire quoi la cancel culture ? Ça veut dire surtout et avant tout comment finalement on n'apprend plus l'histoire, les repères, mais finalement on regomme, on déboulonne des statuts, on supprime des mots. Et c'est juste l'opposé même de notre modèle et d'histoire et de société. Ces jeunes sont aussi aujourd'hui soumis, en réalité, à une autre pression qui est celle des transitions. Nous sommes en train de vivre une époque formidable, une époque où tout est possible. Tout est possible pour l'emploi, tout est possible pour la création d'entreprises, tout est possible pour réussir. Mais les métiers de demain, on ne les connaît pas encore, et à la limite, c'est pas grave. On a une jeunesse qui croit plus que jamais en l'entreprise, qui croit plus que jamais en sa capacité de faire. Et nous sommes en train de vivre en réalité un moment de bascule, parce que ces transitions, qu'elles soient numériques, environnementales, d'engagement, ils ne le vivent pas du tout comme des contraintes, mais comme des opportunités. Et c'est pour ça qu'au plus haut de cette crise, là où on aurait pu, et là où on a pu lire, très cher Nicolas, on a pu lire, il va y avoir un effondrement, ça va être le mur du chômage, ça va être un massacre. Eh bien, pas du tout. Avec l'engagement, en réalité, des entreprises, l'engagement des collectivités, un budget historique voté au Parlement et à l'Assemblée, et avec le choix de finalement accompagner chaque jeune pour son chemin, donc c'est finalement le plan Un jeune, une solution, c'est plus de 3 millions de jeunes. 3 millions de jeunes qui ont trouvé leur chemin, que ce soit dans l'apprentissage, que ce soit dans les stages, que ce soit en études. Et ça veut dire changer le prisme, changer le regard qu'on pose. Donc s'il y a des jeunesses, il y a donc des avenirs. Un avenir qui serait personnel, mais lié à un collectif, et un collectif national ou européen. Alors, dans cet avenir collectif ou européen ou plus international, se posent 3 grands enjeux. La valeur travail, comment on la construit, la valeur d'engagement, comment on prend pleinement sa place dans un collectif, et un collectif national en particulier. Et j'en profite pour saluer les cadets qui sont aujourd'hui présents, des jeunes particulièrement engagés. Bravo. Et ces cadets, c'est exactement une des formes d'engagement absolument essentielles pour mettre un cap. Un cap, c'est quoi ? C'est des repères et des rôles modèles. Et aujourd'hui, dans un moment où on a une diversité de parcours possibles, on a des jeunes qui sont des accélérateurs de transformation,
que ce soit dans le numérique, que ce soit dans le développement durable, que ce soit aujourd'hui dans la capacité à se lever, à parfois porter un uniforme, pour finalement défendre un héritage, mais des valeurs, et en étant particulièrement acteur de sa vie, le premier des freins, c'est l'accès à l'information, bizarrement. C'est l'accès à l'information. Et donc comment on a une boussole dans un monde où il y a plein de solutions, plein de dispositifs, et où parfois, et c'est l'enjeu sur lequel je souhaite arriver, parfois ce sont les familles qui sont perdues. Les piliers qui structurent un chemin, c'est la famille, l'école, l'entreprise et les acteurs de l'engagement. Parfois c'est les élus, parfois c'est les associations, mais en tout cas c'est le cadre d'engagement. Aujourd'hui, les familles, si on prend le cas, un exemple très simple, le cas des fake news ou le cas du cyberharcèlement qu'on entend beaucoup, comment ils peuvent lutter contre ça alors que ça s'accélère? Si on ne les aide pas à découvrir, à comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux, comment fonctionne un smartphone, si on ne les aide pas à s'outiller, alors ils se retrouvent démunis, simplement démunis. Si on n'aide pas aujourd'hui les familles pour parler et lever certains tabous, et aujourd'hui on le voit, on voit les questions de précarité, on voit les questions qui vont être posées sur des vrais sujets de société et qui sont souvent des tabous, la santé mentale des plus jeunes, ou encore un autre tabou, la prostitution des mineurs. Voilà des mots qu'on n'a pas envie d'entendre, parce qu'ils viennent nous bousculer dans ce qu'il y a de plus intime. Mais ces problématiques-là sont arrivées dans les foyers aussi, parce que par les réseaux sociaux, par l'outil et le développement d'Internet, eh bien, ça ne permet pas de créer des socles de sanctuaires. Et la maison n'étant plus un sanctuaire protégé, accompagner les familles à accompagner leurs propres enfants au moment de leur construction, c'est un des enjeux qui permettent à chacun, finalement, eh bien, de ne pas subir. Les familles, bien sûr, les mobilités, c'est comment chacun, finalement, augmente sa capacité à rêver, élargit son champ des possibles. Comment on se projette? Comment on rêve de demain? On rêve de demain que si on a de l'admiration, parfois pour un manager, parfois pour un élu, parfois pour un parent, mais un rôle modèle, quelqu'un à qui on a envie de ressembler, parfois pour un grand serviteur de l'État, mais quelqu'un dont on connaît l'histoire, peut-être un peu, ou en tout cas les étapes, et qui a été considéré à ses yeux comme un bâtisseur. Pour ça, un enjeu, en tout cas aujourd'hui, l'apprentissage de l'éducation civique et morale, l'apprentissage de l'histoire, le retour de la citoyenneté dès le plus jeune âge. Et quand je dis ça, ce n'est pas une citoyenneté ou le civisme à 16 ans, à 17 ans ou à 18 ans. Ce n'est pas un débat vain sur le vote à 16 ans ou pas. C'est pas du tout ça. C'est comment finalement, dès l'école primaire, on revient à la compréhension des institutions. Comment dès l'école primaire, on revient sur finalement ces hommes et ces femmes qui ne sont pas finalement des gens qui regardent, des spectateurs de nos vies, de notre pays ou de notre société, mais plutôt les bâtisseurs, les acteurs. Et là, on a des grands hommes, on a des grandes femmes. Et je crois que ces rôles modèles, aujourd'hui, ont vocation à se démocratiser aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est nécessaire, en tout cas à mes yeux, eh bien, d'enclencher un mouvement que nous avons commencé de tutorat, de mentorat, de mise en lumière de tous ces héros du quotidien. Parce que oui, je crois que finalement, on peut avoir une admiration sans faille pour un sapeur-pompier volontaire. On peut avoir une admiration sans faille pour un élu de la République. On peut avoir une admiration sans faille pour un chef d'entreprise qui, par son action, va transformer profondément son territoire. Par son action, va peut-être recruter des personnes qui n'ont pas sur le papier ce qu'il faudrait pour avoir le job, mais qui va faire confiance. Et le fil rouge de tout ça, c'est l'avenir que nous souhaitons pour nos jeunesses dans leur diversité, dans finalement leur parcours, dans leurs aspirations, quelles qu'elles soient. C'est comment on les accompagne pour trouver la leur,
pour être finalement ces acteurs de leur propre vie, pour qu'ils ne la subissent pas. Le plus dur, c'est de se dire, je subis mon job, je subis ma ville, je subis finalement ma vie. Il n'y a rien de plus déprimant que de se dire ça, alors même que ce n'est pas ce qui se passe dans leur tête. Aujourd'hui, on a 1 jeune sur 2 qui a envie de créer une entreprise. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire qu'ils ont le goût du risque, mais qu'il faut l'accompagner. Et donc, il faut développer, comme le civisme, il faut développer les modules entrepreneuriaux. Parce que l'esprit d'entreprendre, ce n'est pas en réalité créer une entreprise ex nihilo. Ce n'est pas obligatoirement avoir l'idée du siècle pour se dire « ça va être l'entreprise qui va transformer le monde ». Pas du tout, pas du tout. L'esprit d'entreprendre, c'est se dire « face à une problématique, eh bien, je vais chercher la solution. Si j'ai envie de m'engager pour le lien social, parce que je trouve que c'est absolument révoltant de voir aujourd'hui cette solitude ou cet isolement se créer dans notre pays, alors je crée un restaurant, ou je crée une association, ou je rejoins une activité municipale. Mais je ne subis pas. Et être français, en tout cas pour moi, c'est cette grande lignée qui ne subit pas, qui bâtit, qui crée, qui prend les devants. Et aujourd'hui, nos jeunes sont comme ça. Mais alors, ils ont beaucoup d'opportunités. Alors parfois, il faut les aider à choisir. Ou en tout cas, il faut laisser le choix multiple. Ce choix multiple, c'est comment chaque jeune, alors même qu'il a les ressorts pour être bâtisseur, on lui donne des étapes clés. Ces étapes clés, je l'ai dit, c'est la citoyenneté et le civisme, c'est le goût de la cohésion, c'est le retour finalement à un partage commun avec une maîtrise extrêmement fine de l'histoire, et c'est le fait de leur faire confiance. Cette confiance, elle vient d'abord et avant tout de l'État, des familles, de l'école. L'école se transforme, elle se transforme en profondeur, mais elle revient sur des essentiels. Les plus petits, lire, écrire, compter. Donc finalement, on les outille. Mais l'essentiel, le chapeau, après lire, écrire, compter, c'est respecter autrui. Parce qu'aujourd'hui, nos jeunes, ils ont besoin de cadre. Ils l'appellent, ils le demandent. Ils le demandent, et dès qu'on les outille avec, dès qu'on leur donne ces repères, dès qu'on leur donne ce cadre, alors ils excellent. Ils excellent en rejoignant, et c'est bien le paradoxe sur lequel je vais m'attarder ces dernières minutes, ils excellent en créant des projets d'éco-délégués, des projets aujourd'hui de solidarité, au plus haut de la crise sanitaire, alors même que tout le monde, et Nicolas l'a rappelé, disait qu'on aurait une crise de l'individualisme. En quelques semaines, le gouvernement avait lancé un site qui s'appelle jeveuxaider.gouv.fr où on pouvait s'inscrire pour aider. Plus de 300 000 inscrits. 300 000 inscrits en quelques semaines. Et la moitié de ces inscrits, c'était des jeunes de moins de 30 ans. Alors que, rappelons-nous, à ce moment-là, on ne savait pas tellement c'était quoi ce virus. On ne savait pas tellement. C'était au moment où on lavait parfois les courses à l'eau de Javel avant que ça rentre à la maison, on portait des gants. On ne savait pas ce que c'était. Et à ce moment-là, eh bien oui, eux, ils étaient là. Ils étaient là pour prendre leur place. Et aujourd'hui, cette jeunesse qui est entreprenante dans le monde associatif, qui est entreprenante dans nos corps en uniforme, qui est entreprenante finalement au quotidien des écoles, c'est là il faut lui donner ce petit booster, cette petite reconnaissance. Et vous avez tous la capacité de le faire. Cette capacité, c'est de prendre le temps de regarder, de prendre au sérieux. C'est parfois le fait d'investir, de croire, d'ouvrir les portes. Et pour ça, monsieur le maire, c'est des conseils municipaux jeunes, c'est des rituels de remise de cartes électorales, c'est parfois la participation à des projets municipaux. Madame la sénatrice, monsieur le député, c'est aussi accompagner finalement la découverte de nos institutions. C'est prendre le temps de les prendre au sérieux. Et dès qu'on les prend au sérieux, ils deviennent ces bâtisseurs de leur avenir, de notre avenir. Et en général, ils ne nous font pas rougir. Et il y a une autorégulation. Parce que, comme j'ai commencé en disant que les jeunes étaient pluriels, ils ne sont pas tous parfaits. On est bien d'accord. Mais ils testent. Ils testent des limites, ils testent des repères, ils testent des cadres. Ils testent la capacité qu'on a à leur faire confiance et quand on leur fait
confiance, ils la saisissent. Ils testent la limite de l'autorité et du respect. Et c'est pour ça qu'il faut être dans une fermeté. Mais ils créent. Et au lieu de poser uniquement, finalement, un cadre, je crois qu'aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui est en capacité de créer le monde que nous souhaitons pour demain, puisque la vraie différence entre l'avenir et le futur, moi je crois, c'est que l'avenir, nous le bâtissons, le futur, nous le subissons. Et cette jeunesse, elle a plutôt le goût de bâtir. Elle l'a montré pendant la crise sanitaire, elle l'a montré en réalité sur ces 10 dernières années, face aux grandes transitions de notre temps, environnementales, numériques, sociales, de mobilité. Si on fait confiance à cette jeunesse, la France, notre pays, l'Europe, restera un de ces grands bâtisseurs et restera, je crois, cet héritier des Lumières qui fait que nous restons un repère au-delà d'être un repère pour nous. Nous sommes un repère pour l'Europe et pour le monde. Et je vous remercie d'ouvrir ces rencontres sur l'avenir des jeunesses et l'avenir en réalité de chacun d'entre nous. Je vous remercie.